Bonjour les amis. Je vais vous présenter, vous refaire la présentation que j'ai faite sur YouTube et qui est la première présentation d'une longue série qui va montrer comment se construisent les fermes de la vie, pourquoi c'est intéressant de s'occuper des fermes de la vie. Alors, vous savez que notre civilisation va avoir des problèmes. Je le dis souvent, le Covid-19 a mis un sacré uppercut dans cette civilisation qu'elle est déjà pas très bien. Et évidemment, on va avoir d'énormes difficultés dans les mois qui viennent et bien sûr dans les années qui viennent. Il faut savoir qu'on n'a toujours pas récupéré sur le plan industriel, sur le plan de la force, sur le plan de la santé, disons, de l'épisode de 2007-2008. Et là, c'était strictement rien à côté de ce qui vient de se passer, quoi, hein. On vient de perdre 2 mois d'activité, donc quasiment 2 mois de PIB. Ça ne se rattrape pas en claquant dans les doigts. Et c'est pas fini, hein. Donc dans les mois qui viennent, il va y avoir de nombreux problèmes. Des gens qui étaient déjà pas très bien vont passer au chômage, puisque, bon, j'ai entendu un des représentants du MEDEF annoncer 600 000 chômeurs d'ici la fin de l'année. Et c'est à peu près comme notre ministre de l'économie et des finances qui nous annonce 6% de perte du PIB. Alors, je ne sais pas comment il calcule, mais enfin bon, 2 mois d'arrêt d'activité et plus, parce que l'activité n'est toujours pas reprise, hein. Bon, donc on est à 2 mois et demi, 3 mois d'arrêt d'activité. Ça ne peut pas faire 6%, quoi. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Je suis là pour parler de ce qu'on peut vous apporter et sur un sujet bien précis. Alors, vous allez avoir des difficultés et dans votre budget, puisque de toute façon, il vous faut un budget. Pour manger, vous avez besoin d'argent. C'est ça le paradoxe de cette civilisation si confortable, si formidable. Eh bien, il faut aller travailler pour gagner sa vie. Si vous n'allez pas travailler pour gagner votre vie, eh bien, il faut espérer qu'il y ait des aides qui vous arrivent. Le chômage en est une, mais le chômage, ça ne dure pas tout le temps. Et comme personne n'a de travail, enfin, je veux dire, le travail, ça court pas les rues, n'est-ce pas? Eh bien, beaucoup de gens sont en difficulté extrêmement importante. Donc, je vais vous montrer comment on peut vivre, comment on peut vivre un peu différemment de ce que nous impose cette civilisation aujourd'hui. Alors pour ça, il faut faire ce qu'on appelle une ferme. Une ferme, c'est une surface d'1 hectare, 100 mètres sur 100 mètres. 120 pas dans un sens, 120 pas dans l'autre, et vous voyez le carré, le rectangle que ça forme. C'est ça, 1 hectare. Et c'est 1 hectare de terre cultivable. Sur cet hectare, alors vous allez me dire, c'est grand cet hectare, moi je me contenterai de 200 mètres carrés. Oui. Mais sur cet hectare, on fait vivre 500 personnes. Quand je dis on fait vivre, c'est que dans le futur, quand notre civilisation se sera complètement effondrée, eh bien, ces 500 personnes pourront vivre très agréablement, et c'est le but bien sûr, très agréablement sur cette petite surface. Alors bien sûr, il faudra utiliser un peu les surfaces alentours pour des tas d'aspects dont je ne vais pas parler ici, mais sur cet hectare, sur cette surface d'1 hectare, pas sur 7 hectares, sur cette surface d'1 hectare, vous allez pouvoir vivre. Et je vais vous expliquer aujourd'hui un petit morceau de cette vie. À quoi ça va vous servir? Eh bien, bien sûr, il y a un certain délai entre le moment où vous prenez la décision et le moment où ce que je vais vous dire sera opérationnel. Mais quand c'est opérationnel, vous avez de quoi vous nourrir. C'est quand même extraordinaire. Plus besoin d'aller acheter de la nourriture. Et quelle nourriture, hein? Il y a beaucoup de bobos qui seraient très contents d'avoir
de la nourriture parfaitement saine, celle-là, parfaitement naturelle, et qui comporte tout ce qu'il faut pour vivre. Donc, sur cette surface d'1 hectare, elle est divisée en plusieurs éléments. Une partie de 1000 mètres carrés sur lesquels vous allez cultiver les légumes. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Une partie de 7000 mètres carrés sur lesquels il va y avoir un verger, mais pas un verger comme vous en connaissez. Un verger avec des arbres beaucoup plus serrés. Il faut même travailler très intelligemment puisque vous avez des arbres qui produisent leurs fruits à hauteur d'homme, je dirais, et puis des arbres dans lesquels il faut grimper parce qu'ils produisent leurs fruits à 5-6 mètres de hauteur et plus. Voilà, donc on va utiliser les surfaces, voilà, le volume de façon à encastrer euh, les dimensions. Et on va bien au-delà, puisque au pied de ces arbres, pour des tas de raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer là, mais qui feront l'objet d'une future présentation, on cultivera des pommes de terre, des petits pois, des haricots qui vont monter le long du tronc et qui produiront donc des légumes eux aussi. Mais pour l'instant, on va s'attacher à ces 1000 mètres carrés de production de légumes. Alors je souligne que produire 1000 mètres carrés de légumes pour nourrir 500 personnes toute une année, du 1er janvier au 31 décembre, n'est-ce pas? Puis ça recommence. Hein. Ça paraît incroyable. Ça paraît incroyable. Ça paraît tellement incroyable que nos amis de la ferme du Bec et Loin, bon, on fait ça et continuent d'ailleurs à le faire, mais maintenant ils s'intéressent beaucoup plus à faire payer les visiteurs pour montrer un morceau de terre cultivé plutôt que de vendre leurs légumes, n'est-ce pas? Enfin, même si certainement ils les vendent. Et ils gagnent certainement beaucoup plus d'argent en faisant visiter leurs petits morceaux de jardin plutôt qu'à simplement cultiver des légumes. Mais ce sont des gens extrêmement sérieux, extrêmement gentils, j'ai envie de dire extrêmement intelligents, même si ça n'apparaît pas toujours comme une connotation positive, cette histoire. Et pourtant, moi, je les juge comme ça. Hein. Je veux dire, là, c'est certainement une bonne intelligence scientifique, mais surtout une intelligence humaine. Voilà. Allez, on va arrêter de leur presser les fleurs. Mais je voudrais dire aussi qu'il y a d'autres exemples. Hein. C'est un peu la révolte des paysans indiens dans plusieurs États indiens. Il y a une association, dont je ne me souviens plus le nom, qui a expliqué aux paysans indiens comment ils pouvaient changer leur vie, quoi, hein, parce que ces gens-là vivaient sur des terres qui étaient devenues totalement impropres à la consommation, alors que normalement, ce sont des terres censées produire énormément, des terres riches. Et ils étaient complètement exploités donc par eh bien, les entreprises bien connues qui s'occupent de pesticides, de fongicides, de toutes ces gentilles choses et de médicaments en même temps. Hein. Ils vous détruisent d'un côté, puis de l'autre côté, ils vous vendent des médicaments pour vous soigner. Donc là-bas, enfin, ils ont fait des choses assez innommables. Ils ont déposé des brevets sur des plantes qui poussaient naturellement. Hein, et tout d'un coup, ils viennent voir les cultivateurs. Alors, vous n'avez pas le droit de cultiver ça. Alors les gars disent, bon. Donc ils se sont un peu révoltés, c'est le mot. Et ils ont cultivé, donc, comme leur disait cette association. C'est-à-dire, comme je vais vous le raconter là. Ils étaient éreintés par des prêts parce qu'il fallait emprunter pour acheter des semences, ils n'étaient pas capables de rembourser, etc. Enfin, ça devenait une vie absolument infernale. Et bah, ils se sont révoltés, c'est-à-dire qu'ils ont dit, OK, on va faire comme cette association le dit, comme je vais vous le raconter. Il y a des gens qui sont venus pour leur dire, c'est interdit de faire comme ça, c'est interdit de planter cette plante, c'est interdit tout ça. Et bon, ils en ont pendu quelques-uns, je dis quelques-uns, au moins un en tous les cas.
Je dis pendu, mais oui, oui, je crois qu'ils l'ont pendu. Et donc, il y avait plus grand monde volontaire pour aller imposer des choses inhumaines à ces fermiers. Et donc, ils ont, comme cela, ça s'est passé, ça, il y a 6, 7 ans. Et depuis 6, 7 ans, les paysans indiens vivent leur vie normale, naturelle, en produisant leurs légumes, leurs céréales, en élevant leurs chèvres, etc. Et ils ont une vie d'homme, enfin de femmes et d'hommes, debout. C'est un petit peu ce que je vais vous proposer. Sur ces 1000 m², on va faire ce qu'on appelle des buts en permaculture. Alors, je vais essayer d'expliquer. C'est du jardinage, faire des buts en permaculture. C'est du jardinage. Euh, et vous savez un peu ce que c'est que le jardinage. Votre grand-père vous emmenait dans son bout de jardin, il fallait bêcher, il fallait sarcler, il fallait, etc. Il fallait faire tout ça. Euh, Et moi, je vais vous expliquer des choses très différentes de ce jardinage-là. D'abord, sur 1000 m², par rapport à ce que fait un maraîcher aujourd'hui, pour nourrir 500 habitants, il lui faudra largement 1 hectare, et même un peu plus pour nourrir 500 habitants avec les techniques agricoles d'aujourd'hui. Il lui faudra des engrais, il lui faudra pas mal de produits chimiques, encore que beaucoup essaient de ne pas les utiliser des méthodes naturelles. Bon, donc les maraîchers essayent de faire de, du jardinage, je dirais, de plus en plus intelligent et ça augmente de plus en plus. Bien, nous, on va passer directement à ces buts en permaculture. Alors, quels sont les avantages? Le jardinage, c'est une dame de 60 ans qui va le faire. Enfin, sur une petite partie. Disons que sur 1000 m², j'ai calculé, mais bon, ça dépend des gens, ça dépend qu'il faut une vingtaine de personnes. Donc, vous voyez, c'est du jardinage méticuleux dont on s'occupe avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, même beaucoup de précaution, beaucoup de réflexion, beaucoup d'intelligence, j'ai envie de dire, mais pas l'intelligence scientifique, l'intelligence humaine, quoi, l'intelligence du cœur, de l'esprit, l'intelligence des sentiments, voilà. Donc sur ces buts, euh, on va faire un travail qui est très simple, qui ne demande pas d'effort, on ne se casse pas le dos. Voilà, c'est un travail, c'est un passe-temps. C'est comme quand vous cultivez vos fleurs dans vos pots. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, ni physiquement, ni intellectuellement. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont plus ou moins doués. On dit que les gens ont la main verte. Voilà, donc dans les jardins, il faudra surtout mettre des gens qui ont la main verte. Vous allez produire beaucoup. En fait, sur 1 m² de surface cultivé comme nous le préconisons, on produit 10 fois plus qu'un maraîcher traditionnel dans son terrain. Je dis bien 10 fois plus. On cultive beaucoup plus serré. Alors imaginons que ça multiplie par 2, par 3. On fait des cultures simultanées, c'est-à-dire qu'on va cultiver des radis, des salades et des choux en même temps au même endroit. Euh, on va, les plantes sont au moins 2 fois plus en bonne santé, plus dynamiques, plus fortes que dans un jardinage traditionnel. Elles ne nécessitent pas d'arrosage, vous entendez bien, et ça c'est un élément très important, puisque dans la France, quasiment entière, sauf le pourtour de la Méditerranée, et encore, dans le pourtour de la Méditerranée, vous avez des inondations. Et tout le reste de la France passe en stress hydrique petit à petit, quoi, hein. En 2025, au nord de l'Île-de-France et jusqu'en Allemagne, en Belgique, etc., on sera en stress hydrique, c'est-à-dire qu'on aura divisé par 2 la capacité d'eau disponible pour la consommation humaine, c'est-à-dire pour boire, pour faire la cuisine, pour les industries,
qui en consomme pas mal, et surtout pour l'agriculture. Divisé par 2, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et vous savez, quand ces choses-là commencent, on sait quand elles commencent, on sait comment elles évoluent à un instant donné, mais on ne sait pas comment elles évoluent demain. Alors ça peut changer, l'eau peut revenir, les pluies plus régulières peuvent revenir, mais euh, bon, on peut toujours croire au miracle, n'est-ce pas? Ça fait pas de mal. Mais ça risque de ne pas faire de bien non plus, quoi. Donc pas d'arrosage sur ces plates-bandes, sur ces buts. Alors évidemment, aucun produit chimique d'aucune sorte, c'est strictement interdit. Je vais vous raconter comment on les construit. Voilà en gros les avantages. Alors oui, des plantes plus fortes, qui résistent mieux aux agresseurs, y compris aux agresseurs qui les mangent, comme les chenilles, comme des petites choses comme ça. Je suis surpris de voir, par exemple, que le liseron que vous avez, il y en a partout au début de la butte, 2 ans après, le liseron a quasiment disparu. Ça paraît incroyable, hein. Il reste quelques pieds là, bon, il suffit de tirer dessus, et oh, ça reviendra peut-être, hein. Mais le liseron a quasiment disparu. La première année, il y en a partout, quoi. Il faut vraiment l'arracher. Bien. Alors, comment fait-on une butte? Alors là, je voudrais insister aussi beaucoup sur quelque chose qui est un petit peu anecdotique, mais il y a des techniques. On vous explique des techniques. Bien sûr, il va y avoir de la documentation sur ces techniques. On a fait un site qui s'appelle wikivie.fr, wiki, W-I-K-I-V-I-E, wiki, comme les wikis, vous connaissez tous Wikipédia. Wikipédia, c'est de la connaissance généraliste, on trouve de tout dans Wikipédia. Et nous avons fait un Wikipédia, mais spécifique à la réalisation des fermes de la vie, aux solutions qu'il faut pouvoir mettre en œuvre. Parce que maintenant, je vous le dis, il faut produire des légumes. C'est du jardinage. Maintenant, vous auriez un jardin, vous produiriez des légumes. Il faut bêcher, il faut sarcler, il faut planter au ras de la terre, etc. Tout ça, c'est très fatigant, c'est très épuisant pour le dos. Euh, et vous sauriez faire. Et dans les buts, vous allez aussi savoir faire. Mais la différence est quand même énorme, énorme. Quand on visite les jardins partagés, enfin voilà, il y a des tuyaux dans tous les sens, il y a des fûts bleus qui contiennent de l'eau pour l'arrosage, de façon à ce que, etc., il ait perdu son chlore, etc. Enfin, les gens sont très attentifs. Voilà. Mais ça, ça sera plus possible après l'effondrement. Excusez-moi, je dois éteindre quelque chose. Donc, après l'effondrement, ça sera plus possible, ça. L'eau sera un bien très précieux, très, très précieux. Il ne sera plus question de pomper l'eau comme ça, et puis de la mettre n'importe où, etc. Non, non. Là, je vous assure qu'un litre d'eau, il y aura des gens dont la spécialité, ça sera de surveiller l'utilisation de l'eau. Parce que il n'y en aura pas, hein. Il n'y aura pas d'eau potable. Il n'y a plus d'eau potable à la surface de la Terre. Il faut comprendre ça, hein. Il n'y a plus d'eau potable aujourd'hui, et c'est un des éléments très importants au moment de l'effondrement, n'est-ce pas? Au moment de l'effondrement, il n'y aura plus d'électricité, donc il n'y aura plus d'eau, hein. Il faut de l'électricité pour amener l'eau dans les châteaux d'eau et pour qu'elle arrive à votre robinet. Il n'y aura plus d'eau. Comment va-t-on résoudre le problème? Bon, alors bien sûr, vous aurez fait des réserves de bouteilles d'eau, etc., etc. Vous aurez fait ça, mais ça va durer combien de temps, ça? Hein, ça va durer combien de temps? Il y a forcément un moment où vous allez ne plus avoir de bouteilles d'eau en réserve. Euh, et alors là, vous irez prendre l'eau où? Dans la rivière, dans la petite mare à côté, Alors, beaucoup de gens me disent, mais oui, mais il suffira de la faire bouillir, elle deviendra potable. Ah bon? Oh là 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 là. J'ai du mal à répondre à tout ça, parce que vous allez la faire bouillir comment? Vous n'avez plus d'électricité dans votre cuisine, vous n'avez plus de gaz.
Alors, comment vous allez la faire bouillir? Vous allez aller chercher du bois, allumer un feu, mettre une casserole dessus. Bon courage, bon courage. Ça n'existe pas. C'est pas sérieux. C'est Yaka et Faucon, quoi. Hein. C'est ce niveau de réflexion. Donc, on va en revenir à nos buts. Comment fait-on une butte? Alors, il n'y a pas que des avantages. Je viens d'en citer beaucoup et qui sont énormes, absolument gigantesques, qui changent tout. Mais il n'y a pas que des avantages. Pour faire une butte, c'est du travail. Et c'est un vrai travail d'homme. Hein. Bon, je prends l'exemple d'une butte. Sur les terrains, dans un terrain comme ça, votre terrain fait 100 mètres sur 100 mètres. Et imaginons que vous dessiniez un rectangle de 50 mètres sur 20, 50 mètres sur 20, qui va contenir donc la partie jardinage. C'est de la terre qui était cultivée jusqu'à maintenant. Alors, inutile de vous dire que je ne sais pas si on peut appeler ça de la terre. Ça n'a plus que l'aspect mécanique. Il n'y a plus aucune nourriture, il n'y a plus aucune vie. Quand je dis il n'y a plus aucune, hein, toujours un petit peu, hein, mais aucune vie capable de produire à manger pour vos plantes, pour les plantes que vous allez semer. Hein. C'est ça la réalité. Et si vous laissez cette terre comme ça, là, je vous assure que dans 6 ans, il n'y a toujours pas de je dirais, de végétation. Alors, il y a les premières plantes, c'est-à-dire qu'au bout de 7 ans, vous allez avoir beaucoup de ronces, mais énormément de ronces. Alors après, il faut s'en débarrasser. Hein. Bon, on le sait, moi j'ai des terrains devant mes ruches, je suis apiculteur, j'ai des terrains qui ne sont pas cultivés depuis 7 ans, qui appartiennent aux eaux et forêts, et qui ont interdit aux cultivateurs qui s'en occupent de mettre des produits chimiques pour supprimer les ronces. Bon, non, non, je ne crois pas qu'il ait mis de produits chimiques. Mais au bout de 7 ans, il n'y a toujours pas de prairie. Ça commence. L'endroit où moi j'ai mis des plantes, j'ai mélangé des graines de plantes mellifères donc, pour mes abeilles à du compost. J'ai mis un peu d'eau dans tout ça, j'ai bien mélangé, puis j'ai balancé ça sur la terre. Et là, comme par hasard, 2 ans après ce genre de choses, eh bien, voilà que la prairie se met en place. Alors j'ai des surfaces qui font peut-être 100 mètres carrés, qui sont de la prairie. Mais tout le reste, là où j'ai pas travaillé, ce sont des ronces et des herbes qui ne sont pas une prairie. Bon, donc c'est de la terre pas bonne. Alors il faut transformer cette terre, et rapidement, en terre qui produit des légumes et à foison. Donc, je le dis, c'est un travail. Vous allez commencer par creuser un trou. Hein. Vous m'écoutez bien là. Creuser un trou de 30 cm de profondeur, donc 50 mètres de long et 1,20 m de large. Pas tout à fait 1,20 m, 1,10 m de large. Ok, ça fait un sacré tas de terre, hein, je vous le dis. Hein. Bon, euh, ça c'est la première étape. Quand vous avez fini ça, il faut chercher du bois. Attention, pas du bois traité, pas du bois, voilà, du bois naturel, je dirais. Et alors, bien sûr, pas du bois de chauffage, hein, du bois de bien plus mauvaise qualité, mais des troncs, des choses comme ça, qui sont pas très bonne qualité. Voilà, vous les mettez au fond de cette butte et il faut remplir à ras-bord, sans laisser de poche d'air, c'est-à-dire qu'il faut mélanger des gros bois avec des petits bois, et même, je dirais, avec ces copeaux de bois que les paysagistes fabriquent avec leurs machines, là, voilà. Et même avec ça, de façon à ce qu'il n'y ait pas de poche d'air, que ce soit bien couvert. Ça, c'est quand même un travail. Hein. Disons que une bande de 50 mètres de long, 1,10 m de large, 30 cm de profondeur, disons à 4-5 personnes, 4-5 hommes dans la force de l'âge, euh, qui sont habitués à faire autre chose qu'être assis sur une chaise dans leur bureau, ça se fait en une journée à raison de 6-7 heures de travail. Voilà, c'est l'observation que nous avons pu faire. Euh, ensuite, bah, il faut 2-3 jours pour remplir ce trou avec du bois. Voilà, du bois. Ensuite,
il faut aller couper dans la forêt du verre, c'est-à-dire des branches qui ont des feuilles. Si vous êtes au printemps, en été, ou même en début d'automne, voilà, ça marche très bien. Sinon, vous pouvez prendre du pin, enfin des branches, disons, à feuillage permanent, feuillage persistant. Et donc, vous allez étaler une couche, bon, ça va faire 5-6 cm d'épaisseur, de ces branches, de ces feuillages. Ça amène de l'azote, ça réalise en même temps une espèce de frontière entre le bois et la terre que vous allez devoir mettre dessus. Donc, disons une journée pour étaler ces branches avec du verre, et puis peut-être une journée aussi pour remettre la terre, la couche de terre. Donc ça va faire une couche de, si vous avez enlevé 30 cm de terre, ça va vous faire une couche de 40 cm, au-dessus de 5 à 10 cm. Vous voyez, votre butte et commence à monter haut. Et là, j'aime bien qu'autour, on mette des planches en bois. Alors ça peut être des palettes. Nous, on l'a fait avec, à la fois avec des palettes coupées. On a un de nos adhérents dans l'association, André, qui est un spécialiste de l'utilisation des palettes. Et quand je dis un spécialiste, c'est absolument merveilleux ce qu'il est capable de faire avec du bois de palette. Donc, voilà, on entoure une bande de planches de 30 cm capable de maintenir la terre, puisque vous voyez, vous avez déjà un tas de 40 cm de haut. Si vous n'avez pas mis ça, ça va s'étaler sur les côtés, et c'est pas bon parce que tout ça c'est perdu. Tout ce qui s'étale sur les côtés, c'est quasiment perdu. Bon, au-dessus de cette couche de terre, il faut mettre ce qu'on appelle une couverture. Alors, c'est quoi une couverture? Vous trouverez de la couverture dans les grandes surfaces de jardinage, hein, des sacs de 50 kg, mais je vous dis là, franchement, il faut mettre une couche de 15 cm de couverture sur donc 50 mètres de long et 1,20 m de large. Donc, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, hein. À acheter ça, ça fait des sous. Donc, il vaut mieux aller récupérer de l'herbe, la passer, la, allons, la tondeuse dessus, de façon à la réduire en charpie. Et puis, il faut en faire des brouettes et des brouettes et des brouettes. Et il faut faire votre couche de couverture, comme ça, qui fait donc, en gros, 15 cm d'épaisseur. Une fois que vous avez fait ça, bah, il faut avoir de l'eau. Donc il faut arroser longtemps, vraiment longtemps, hein, c'est pas simplement arroser la surface, il faut que tout cet ensemble-là baigne, enfin soit touché par l'eau. Donc ouais, c'est bien 2 heures d'arrosage avec un tuyau d'arrosage normal sur une butte comme ça. Je dis 2 heures, c'est peut-être même à mon avis un peu plus. Et puis il faut la laisser reposer pendant une quinzaine de jours. Et vous allez voir que là, les températures dans la butte vont monter. Vous ne pourrez pas enfoncer votre main, hein, c'est plus de 50 degrés. La température va monter. Bon, là, vous pourriez commencer à planter des plants, à semer des graines. Mais j'ai un conseil à vous donner. Il faut d'abord faire un travail, faire un travail. Donc là, en même temps que vous avez commencé à construire votre butte, eh bien, il y a d'autres personnes de la communauté qui ont commencé à monter un poulailler. Et vous êtes allé chercher une vingtaine de poules, 2 coqs ou un coq, 20 poules, un coq, hein. Euh, donc, on trouve ça pas cher. Il n'y a qu'à aller voir les élevages de poules pondeuses et ils vont vous vendre des poulettes pour vraiment pas cher. Je sais pas, il y en a même qui les donnent. Alors, bon, c'est là où la communauté est quelque chose de très important. Même si je ne vous ai pas parlé encore de la communauté, c'est une communauté de 500 personnes. Aujourd'hui, il n'y a pas 500 personnes. Quand vous avez commencé à faire ça, vous êtes peut-être 50, 60. Mais dans la communauté, il y a quelqu'un qui connaît ce chemin pour aller chercher des poules. Donc, vous avez monté votre poulailler et vous avez des poules qui commencent à vivre. Vous avez acheté du grain parce que là, il n'est pas question de produire du grain. Vous avez acheté ce qu'il faut pour les nourrir. Et là, vous allez lâcher vos poules sur la butte. Bon, elles vont vous faire un chantier, je ne vous en cause pas.
C'est une catastrophe. Votre couverture que vous aviez si bien répartie, elle est dispersée. Et par contre, les poules, elles vont avoir bouffé tous les petits escargots et toutes les petites limaces que vous ne voyez pas à l'œil nu, hein, vous ne les voyez pas. Mais elles les voient, je ne sais pas comment elles font, elles ont bien meilleure vue que nous, et elles vont nettoyer votre but. Alors ça prend au moins une semaine, et puis il faut remettre de l'ordre dans la butte, c'est-à-dire remettre la couverture en place, et puis demander aux poules d'aller sur la butte suivante. Et oui, c'est assez amusant tout ça, hein, c'est du travail, mais c'est assez amusant quand même à faire, hein. Les enfants trouvent là-dedans un bonheur incroyable. Voilà. Donc vous avez commencé il y a un mois votre but, en gros, hein, compte tenu des attentes et tout ça, un peu plus d'un mois même. Et là, vous allez commencer à planter vos légumes. Bon, je ne vais pas raconter cet épisode-là, planter vos légumes, quand on les sème, qu'on les plante, il faut quand même les arroser un petit peu. Surtout que là, il n'y a pas encore de vie. La vie va arriver. Mais je vous assure que si vous avez le temps que vous remettiez votre couverture en place après l'activité de vos gallinacées, euh, vous allez trouver des vers de terre. C'est apparaît incroyable. Ça paraît incroyable. C'est-à-dire que les vers de terre ont réussi à passer à travers ou à monter à côté et à investir. À investir votre. Ah, il y a un épisode que j'ai oublié en racontant tout ça. Oui, il y a quelque chose que je considère comme très important, c'est que vous devez, après avoir fini, juste avant de mettre les branches, ou même peut-être en même temps que vous allez chercher les branches dans la forêt, vous cherchez des morceaux de bois morts, semi-enterrés, enfin des choses pourries, quoi, hein. Vous récupérez des petits morceaux de bois, hein, c'est pas la peine, il faut trouver des morceaux de bois qui font 5-6 cm de diamètre, ou 10 cm, ou 20 cm, j'en sais rien, mais 30 cm de longueur, ça suffit. Des petits morceaux de bois, et j'insiste là-dessus, pourris, c'est-à-dire vraiment atteints, atteints, quoi, hein. Euh, et vous allez en répartir, disons, tous les 5 mètres, tous les 10 mètres de ces morceaux de bois au milieu de votre bois. Donc, avant de mettre le verre. C'est ce qu'on appelle ensemencer. Vous allez ensemencer. Alors, quand vous le transportez, il faut mettre ça dans des chiffons, un peu humides, c'est bien. Pas mouillé, mais un peu humide, de façon à ce que tous les micro-organismes qui sont là-dedans ne souffrent pas du soleil et de tout ça. Et vous allez les planquer au milieu de vos morceaux de bois. Et vous allez remettre donc le verre par-dessus. Voilà, vous avez ensemencé. Donc, en fait, quand vous allez commencer à planter ou à semer, vous allez voir que vous avez déjà des vers de terre. C'est-à-dire que les vers de terre, même dans ces terres pourries, excusez-moi d'employer ce terme, mais c'est pas d'autre mot, quoi. Dans ces terres totalement vides de vie, eh bien, très rapidement, vous retrouvez des vers de terre et ça va aller très rapidement. Il faut quand même 2 ans pour qu'une butte euh, soit mature, 2 ans, je dirais même 3 ans. Euh, donc, quand on vous dit qu'entre le moment où vous commencez, vous n'aurez pas des buttes matures avant 2 ans, 3 ans, même 3 ans, eh bien, voilà, ça s'explique parce qu'il faut que la vie se mette en place, que c'est beaucoup de choses, ça, à faire, hein. Bien, on a fait ça. Là, vous vous heurtez à nouveau à un problème. Sur notre page Les fermes de la vie, il y a quelqu'un qui raconte l'histoire des graines paysannes. Mais bien sûr, hein, toutes les gens qui fabriquent des graines, ils ont pas, vous achetez un paquet de graines, vous allez l'utiliser comme ça pendant 15 ans, puis l'entreprise qui a fait ça, elle va crever. Non, ils ont modifié génétiquement les graines pour qu'elles ne se reproduisent pas. Donc l'année suivante, vous êtes obligé de retourner acheter vos graines. Euh, voilà. Donc toutes les graines qu'on a aujourd'hui en jardinage et dans les magasins de jardinage sont des F1, c'est-à-dire des graines issues de F0, qui ne sont pas donc reproductibles.
alors qui, soi-disant, résistent aux attaques. Bon, nous, on n'a pas besoin de ça, hein, sur les buts. Il y a très très peu d'attaques, de mildiou, de choses comme ça. Les plantes sont tellement fortes qu'elles résistent à tous les agresseurs. Alors, je dis pas qu'il n'y en a pas un peu, hein, mais ça, c'est le prix à payer à la nature, quoi. Vous l'utilisez, vous lui donnez un salaire, ça paraît un peu normal, non? Euh, bon, donc, un autre problème, c'est de trouver des graines qui soient des graines saines, pas des graines modifiées. Euh, donc sur la page Facebook, il y a quelqu'un qui raconte qu'on peut être condamné à 450 € d'amende si on vend des légumes issus de graines qui ne sont pas autorisées par inscrits dans un livre. Évidemment, vous n'avez pas le droit d'inscrire des choses dans ce livre. Et il cite l'exemple euh, d'un légume rouge, là, un petit légume rouge, euh, donc qui vient de je ne sais plus quel pays, Mexique, je crois, ou quelque chose comme ça, enfin, Amérique du Sud en tous les cas, qui là-bas est très prisé et qu'on n'a pas le droit d'importer. Qu'on n'a pas le droit d'importer. On n'a pas le droit d'importer la semence, on n'a pas le droit d'importer. Si, on importe les fruits, mais pas la semence. 450 € d'amende. Les lois sont très bien faites. Les gens qui ont fait ces lois, c'était vraiment des gens honnêtes. Vous voyez, honnêtes. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alors nous, il faut qu'on se batte. De toute façon, on n'y peut rien, c'est comme ça. Euh, euh, donc nous, il faut qu'on se batte pour trouver des graines. Alors, trouver des graines, ben, il y a une personne qui va dire, moi, ça me passionne, je vais trouver des graines. Mais c'est quand même un sacré boulot, hein. Enfin, un sacré boulot. Ça veut dire qu'il faut que vous alliez voir les gens de votre communauté, leur expliquer, ben, écoutez, vous allez parler à votre grand-père, est-ce qu'il a des graines ou des plants d'ail qui sont sauvages, d'oignons, de salades, etc., 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 de potirons, des choses comme ça, qui sont des graines naturelles. Alors, bien sûr, vous allez en recevoir des paquets de graines naturelles. Bon, eh ben, vous allez les planter la première année. Il va falloir vérifier ce que ça donne. Je suis pas du tout certain que ce soit des graines naturelles, même si le grand-père vous expliquait, ah, moi j'ai semé ça, ça a donné, ça a donné, ça a donné. Et vous, ça donnera pas grand-chose. Il y a un problème, quoi, hein. Et si la deuxième année, alors que vous, parce qu'il y aura quand même, vous pourrez peut-être récolter quelques graines de ce que vous avez planté. Et si la deuxième année ça donne rien, ben vous savez que vous aviez affaire à une F1, donc à une graine trafiquée génétiquement. Très intelligemment trafiquée, hein, mais bon, pas utilisable par nous. Donc petit à petit, comme ça, ben, vous allez trouver des graines. En plus, dans l'évolution des graines, il y a tout un travail. C'est comme, c'est de la génétique, quoi, hein. Il faut faire très attention. Il va falloir échanger des graines entre les fermes de façon à ce que on puisse mélanger les sources génétiques. Bon, ça c'est un travail important. Alors, vous voyez, je suis en train de dire quelque chose d'important. J'insiste pour que les fermes de la vie euh, soient le cœur de ce développement. J'insiste. Pourquoi? Ben parce que, imaginons que vous nous copiez. C'est-à-dire, moi, je veux ignorer les fermes de la vie. Je vais copier. Ce qu'ils disent, c'est pas trop bête. Donc, je vais copier ce qu'ils disent. Et puis, je vais faire mon truc. Je vais créer ma communauté, 500 personnes, faire le jardin, etc. Faire tout ça. C'est bien ça. Et je vous reprocherai rien. Je vous reprocherai une seule chose, c'est que vous n'êtes pas dans le circuit des, des problèmes et des solutions. Et il faut vraiment échanger énormément. Nous, on a dessiné un chemin. Vous voyez, je suis en train de vous expliquer comment cultiver des légumes. Alors que vous tous, vous savez faire des jardins partagés. Il y en a dans toute la France, il y a des jardins partagés. Mais c'est nul. Jardin partagé, vous allez mourir. Bon, vous avez des légumes actuellement, c'est bien. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire des jardins partagés maintenant. Seulement, après, il faut résister à l'effondrement et il faudra vivre après. Peut-être pas vous si vous avez mon âge, mais euh, les gamins, quoi, hein. Il faudra qu'ils vivent, eux. Et eux, s'ils ont fait un jardin partagé comme vous le faites, ils ne vivront pas, hein.
même avec leur jardin. Bon, donc il est très important que ce soit fédéré, que ces jardins soient fédérés. Parce que si nous, on a dessiné un chemin, pour la culture des légumes, pour l'élevage de la basse-cour, pour les fruits, pour faire les clôtures autour de là, pour avoir de l'eau potable, pour mettre en place les soins. Hein, les soins, ça commence par maman qui a les bons produits pour nettoyer les égratignures du gamin qui s'est vautré en courant après une poule. Ok. Euh, L'infirmière aussi, qui doit avoir tout son matériel. Et elle a besoin de matériel, elle a besoin de médicaments, elle a besoin de produits, aussi pour nettoyer les blessures qui sont un peu plus grandes. Elle sait faire réduire une fracture, etc., etc. Et puis, il faut aussi aller plus loin, il faut aussi aller à l'hôpital parce qu'il y a des maladies qui nécessitent d'aller à l'hôpital. Le Covid-19, ça ne se soigne pas en restant dans son lit. D'accord? Alors, quelquefois, si. Malheureusement, pas toujours. Donc, toutes ces choses-là devront fonctionner dans le futur. Et, et vous devez, vous à qui je parle, vous devez récupérer votre dignité. Votre dignité. J'aime beaucoup l'histoire de Blanche Gardin. Blanche Gardin est une humoriste française, maintenant bien connue, qui raconte cette histoire qu'elle a honte d'utiliser son téléphone portable parce qu'elle n'est pas capable de le fabriquer à la main. Et elle a fait en une histoire des choses formidables sur l'évolution de notre civilisation. Enfin, l'évolution, non pas l'évolution, le changement de civilisation. C'est-à-dire que bientôt, vous n'aurez plus que des choses que vous saurez fabriquer avec vos mains. Hein. Donc, vous n'aurez plus de téléphone portable, désolé. C'est pas moi qui vais l'imposer. Hein. Alors, vous n'aurez plus de téléphone portable et vous n'aurez plus aucun moyen de communiquer, ou bien vous venez dans les fermes de la vie et justement, vous allez savoir qu'il y a des moyens de communiquer. C'est tout simple. Hein. Alors, bien sûr, si vous voulez voir quelqu'un, il ne faudra pas mettre un écran devant les yeux, il faudra l'avoir devant les yeux. Mais ça, c'est tellement bon que voilà. Bon, donc les fermes de la vie a besoin d'être quelque chose d'organisé. Voilà. Et je voudrais vous dire qui sommes-nous, en plus. Vous informer sur qui nous sommes. Vous me voyez en train de parler dans mon appartement. Euh, nous sommes rien dans cette histoire. Nous sommes juste le porteur d'une idée, enfin d'un travail qui exprime une idée, qui exprime surtout un projet. Un projet qui a un début, une fin, enfin une fin, non, un début en tous les cas, la fin, je ne sais pas, et qui vous permet donc d'être digne maintenant. Digne, je veux dire, c'est pas parce que vous n'avez pas à manger à partir du 15 du mois, comme disait Coluche, que vous n'êtes pas digne, mais digne vis-à-vis de la société. Aujourd'hui, pour être digne dans cette société, n'est-ce pas, il faut avoir du fric, faut, etc., etc. Ben non, hein, la dignité, c'est pas exactement ça. Hein. La dignité, c'est faire ce qu'un humain doit faire dans la vie. Et faire ce qu'un humain doit faire, c'est quoi? Ben, c'est être capable de subvenir à ses besoins par soi-même. Aujourd'hui, vous êtes capable en allant travailler. Il va y avoir de moins en moins de travail. Quelle solution vous avez? Eh bien, moi, je vous en apporte une de solution. Donc, la ferme de la vie, c'est ça. C'est un projet. Mais un projet qui ne nous appartient pas. C'est un projet que nous expliquons, et on a beaucoup de mal à l'expliquer à suffisamment de gens, mais ça va aller. Il y a une mécanique qui se met en place et qui va faire que ça va fonctionner. Euh, donc, il suffit qu'on trouve une ou deux personnes, ces personnes vont commencer à créer une communauté, cette communauté va s'agrandir quasiment toute seule, c'est automatique cette histoire-là, hein. C'est une question de prise de conscience, et aujourd'hui, la prise de conscience est quand même de plus en plus forte. Il y a 2 ans, il n'y avait aucune émission sur l'effondrement à la télé, hein. Ça a commencé en juillet 2018, cette histoire. D'accord? Maintenant, tous les soirs, vous avez 5 émissions. Enfin, moi, j'ai une box, quoi. Hein, bon. Et sur l'ensemble de mes chaînes, je suis sûr que j'ai 5 émissions tous les soirs qui parlent de l'effondrement.
Donc tout le monde en parle, donc il y a une espèce de prise de conscience, même s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs, parce que évidemment la télé cherche plus à faire du spectacle qu'à informer les gens, ou qu'à former les gens même. Donc ce sera notre rôle. Alors nous sommes les porteurs d'un projet. Nous ne sommes rien, nous ne donnons pas d'ordre, nous donnons à peine de conseils, nous expliquons des techniques. C'est tout. Et une fois que vous vous les appropriez, eh bien, vous allez les expliquer à votre tour. Voilà, c'est aussi bête que ça, c'est aussi simple que ça. Et il ne faut pas que nous soyons le cœur de ce développement. Il n'y a pas de cœur. Vous comprenez. Chaque ferme est autonome. 500 personnes vivent dans une communauté. C'est beaucoup de villages en France, au moment de ma jeunesse, à la fin de la guerre, c'était des villages de 300, 400, 500 personnes. Voilà, ça fonctionnait comme ça. La France et tous les autres pays se sont construits comme ça. On n'a pas commencé à construire des villes, ça, c'est la période industrielle. Avant, c'était des petites communautés, quelquefois 100 personnes, voilà. Il fallait bien, pour faire les battages, il fallait 30-40 personnes. Comment avoir 30-40 personnes? 30-40 personnes qui savent travailler, qui savent soulever une gerbe avec une fourche, n'est-ce pas? C'est un homme, quoi. Hein. Donc c'est un chef de famille. Dans la famille, il y avait 4-5 personnes, 3-4-5 personnes. Donc si vous multipliez 30 par 5, voilà, vous avez déjà 150 personnes. Et des battages, il y en avait la même journée. Il y en avait plusieurs dans une petite région. Donc, on n'invente rien. Alors, vous allez me dire, on revient en arrière. Je voudrais aussi lutter un peu contre cette idée-là. Dans le futur, il faudra beaucoup plus d'intelligence qu'on en a mis dans cette civilisation. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Hein. Même si la seule vraie œuvre de cette civilisation qui est en train de s'écrouler, c'est l'intelligence. Eh bien, dans la future civilisation, il faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence. Il faudra la même que celle qu'on a mis en œuvre dans cette civilisation-là. Et puis, il en faudra une autre qui est de côtoyer la nature. La nature, ça fait partie de votre communauté. Vous êtes 500 personnes, plus une, la nature. Bon, et celle-là, elle a le droit de vivre comme vous. Et il faut faire très attention, on ne se rend pas compte comment on peut abîmer la nature parce que on est capable de se mouvoir, on est capable de creuser la terre, etc., etc. Des choses qui sont certes bien, mais qui peuvent aussi détruire. Alors, je continue sur nous. Bon, nous, c'est un groupe, hein, 64 personnes fondateurs de l'association, des personnes qui viennent de tous horizons, ça va depuis la caissière de supermarché jusqu'à M. Karachenzev, qui est donc président de l'Institut de Breuil. Les physiciens vont comprendre, lui-même, M. Karachenzev étant physicien théoricien, voilà, c'est quelqu'un donc qui nous accompagne, enfin qui est un des fondateurs de cette association. En passant par des tas de gens divers et variés, de tout métier, de toute fonction actuelle, etc. Voilà. Et ce monde-là, c'est un monde qui vit heureux. Nous avons cette chance, les fondateurs de cette association, de construire la joie et de vivre heureux. Bien, donc je vais encore prendre quelques minutes. Oh là là, j'ai pas encore atteint 1 heure. Je vais encore prendre quelques minutes pour vous expliquer comment on fonctionne. On paye, quand on entre dans cette association, on paye une cotisation annuelle. Cette cotisation pour une personne seule, elle est de 30 euros. Pour une famille, quel que soit le nombre de personnes dans la famille, de 50 euros. Cet argent, il vient dans l'association, certes, mais il n'est pas pour l'association. En fait, il est pour vous, pour votre communauté, donc pour vous. Hein. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, eh bien, vous allez mettre 30 euros, vous allez les récupérer, j'allais dire au centuple, peut-être pas au centuple, mais vous allez les récupérer largement en légumes, en œufs, en poulet, etc. Vous pouvez récupérer ça très largement, même dès la première année, enfin même dès le premier mois d'ailleurs, hein, parce que 30 euros de légumes, ça fait pas beaucoup de légumes dans le caddie, n'est-ce pas? Bon, là c'est gratuit.
Alors c'est gratuit pour ceux qui ont le plus besoin, ceux qui peuvent aller faire des courses, c'est-à-dire qui ont les moyens d'aller faire des courses, vont faire les courses. Je souligne que ceux qui n'auraient pas, ceux qui ont des difficultés à partir du 15 du mois, à partir du 20 du mois, à partir du 25 du mois, il faut nous en parler, quoi, hein. Tout le monde a le droit de venir dans les fermes de la vie. Les fermes de la vie, c'est de votre vie dont on parle, hein, c'est-à-dire de votre vie et malheureusement de la non-vie, hein. Il y a des mots que j'ose pas prononcer. Euh, Donc, n'hésitez pas, quoi, hein. Il n'y a pas de pudeur à avoir. Voilà, on a des difficultés, on ne peut pas payer. Eh bien, soit c'est quelqu'un des fermes de la vie qui va vous répondre, soit euh, c'est ce qu'on appelle l'activateur principal. C'est pas le chef, hein, c'est le guide de votre communauté. Lui, c'est l'initiateur. C'est quelqu'un qui a été formé par les fermes de la vie, c'est-à-dire vous qui m'écoutez, hein, là, voilà, vous décidez, vous dites, bon, c'est bien ce que raconte Lénard, j'ai envie de m'impliquer. Eh bien voilà, vous avez juste à prendre contact avec nous. Didier, arrobas, lesfermesdelavie.fr, les fermes de la vie en un seul mot, comme ça s'écrit. Euh, donc Didier, arrobas, lesfermesdelavie.fr. Didier, je ne l'appelle pas, j'espère que vous savez. Et vous m'envoyez un petit mot, et puis, bon, ben, on entre en contact, et là, au lieu d'être des exposés comme celui-là, on travaillera par Internet, bien sûr, à cause du Covid-19, et puis, mais on parlera en conférence, c'est-à-dire que vous pourrez intervenir, comme je le fais, enfin, voilà. Voilà, donc cet argent que vous allez verser, il est en fait pour vous. C'est vous qui êtes le destinataire, moins 2 euros. Moins 2 euros. L'association garde 1 euro, ce que je suis en train de faire là, il y a plein de frais, hein. Bon, tous ces frais-là, c'est moi qui les paye, hein, personnellement, c'est même pas l'association. Mais bon, euh, il y a quelques frais. Et donc, il y a 1 euro qui est réservé aux facilitateurs. Les facilitateurs, c'est des gens qui ont des compétences particulières dont chaque ferme aura besoin. Quand vous allez réserver un terrain, il faut quand même prendre des précautions, savoir si ce terrain n'est pas pollué, parce que, surtout si vous l'achetez, ce terrain, hein, et vous pourrez l'acheter, hein, il faut l'acheter d'ailleurs. Enfin, c'est une solution, il y en a d'autres, mais c'est une solution. Euh, ce, euh, et tant que ça s'arrête, j'en étais où? Oui, donc le facilitateur, ce sont des gens, par exemple, un sourcier, hein. Il n'y a pas de rivière près de votre terrain que vous aimeriez bien acheter parce qu'il est près de chez vous, etc. Euh, eh bien, il faut quand même avoir de l'eau. Donc, il faut creuser un puits, s'il n'y a pas de puits. S'il y a un puits, bon, ok. Encore que, il faut vérifier si le puits est correct. Et vous n'allez pas attendre un an pour savoir si le puits donne toujours de l'eau. Donc, il faut faire venir un sourcier. Et ce sourcier-là, les premières fois, il va se faire payer parce qu'il ne connaîtra pas, puis après, ben, il va venir quasi gratuitement, mais il a quand même des frais. On peut pas lui laisser payer son essence pour se déplacer de 50 km pour venir vous voir, n'est-ce pas? Enfin, il faut être honnête, quoi, hein. Une autre chose que je voudrais indiquer, c'est la dernière, et après on arrête. Une ferme, ça se constitue avec une communauté. La communauté, c'est 500 personnes. Mais ces 500 personnes sont constituées de manière un peu. Il y a une seule règle qu'il faut être capable de respecter. 300 personnes qui habitent euh, près de votre terrain, parce qu'on n'y habite pas dans le terrain, on construit la vie, hein, c'est un petit peu différent, mais on n'y habite pas, et 200 personnes qui viennent des citadins, des gens qui n'ont pas de terrain autour d'eux, quoi, des citadins. En plus, il y a un problème de compétences, hein. Les citadins n'ont pas les mêmes compétences que les gens qui sont à la périphérie des grandes villes. Évidemment, si vous êtes dans la campagne profonde et que vous êtes autour d'un village qui a 100 personnes ou de 4-5 villages qui ont 100 personnes, bon, c'est un peu différent. Vous ferez votre communauté avec ces gens-là.
Et c'est 500 personnes, hein, c'est pas 550 ou 450, c'est vraiment 500 personnes. Il y a plein de raisons pour ça, je ne vais pas les expliquer là, ce sera l'objet de la prochaine réunion. Voilà, je suis obligé de vous quitter, mes abeilles m'attendent. Merci beaucoup, à bientôt.